L'eau douce offre de multiples visages, en particulier quand on a la curiosité et le privilège d'y plonger. Dans le Jura, ces eaux précieuses ont conservé jusqu'à nous les empreintes du temps. Il est un pays plus connu pour ses neiges et ses eaux souterraines que pour ses eaux de surface. Et pourtant, le Jura brille aussi de 1000 lacs. La forme du massif jurassien tel qu'on la connaît aujourd'hui doit en fait beaucoup à la naissance des Alpes. Une énorme masse de rochers qui a comprimé le Jura, c'est ce qui lui donne cette forme en croissant avec tous ces plissements, au fond desquels bien sûr se sont formés tous les lacs du Jura, il y en a près de 80. Beaucoup plus tard, là il faut remonter à 12 000 ans, donc de mémoire d'homme, après les grandes glaciations, et simplement l'eau a comblé les vides et buté sur ce qu'on appelle les moraines, ces énormes blocs de rochers qui étaient transportés par les glaciers et qui ont fait bouchon. Alors ce sont des lacs tout à fait magnifiques, l'eau est souvent très claire, ils ont une bonne qualité d'eau, on y trouve quantité de faune et de flore. Ils sont évidemment sous surveillance puisque ces milieux d'exception, on est ici vers 700 mètres d'altitude, ces milieux enclavés sont toujours très fragiles. Et puis les hommes ont toujours fréquenté les berges de ce lac, ce qui explique qu'aujourd'hui, sous la surface, on peut trouver des trésors. La région qui m'intéresse cette fois-ci se trouve au cœur du massif jurassien, à l'est de Lons-le-Saunier. Ici, de beaux plans d'eau reflètent le ciel comme des pierres précieuses. Ilets, Chalins, lac des Mortes, de l'Abbaye ou barrage retenu de Vouglan. Les eaux sont souvent claires ici et l'envers des lacs vaut bien l'endroit. J'ai choisi de commencer mon inventaire au lac d'Ilets. Une coulée douce au milieu d'un jardin aquatique de nymphéas. Ici vivent des batraciens, des écrevisses et même des hommes-grenouilles. Par exemple, Michel Loup, que j'ai rencontré à cette occasion, qui est photographe professionnel et passionné d'eau douce. Les lacs du Jura, la région des lacs du Jura, c'est vraiment une terre de prédilection pour moi et pour mon travail. Je suis photographe professionnel depuis déjà un certain nombre d'années, une vingtaine déjà, malheureusement, ça passe vite, et spécialisé dans la nature et le paysage. Et depuis 8 ou 9 ans, je travaille sous la surface de ces lacs jurassiens, notamment le Grand Maclus et le lac d'Illet, à la recherche de paysages subaquatiques et d'ambiances un petit peu insolites, un petit peu étranges. Ma démarche subaquatique est un petit peu particulière. Je m'intéresse surtout au paysage subaquatique et le poisson, ça peut être un brochet, une perche ou une tanche, c'est plus prétexte à un premier plan que le sujet lui-même. Le sujet, c'est pas de faire un portrait du poisson, c'est de le cadrer dans son biotope, dans son environnement, dans son paysage. C'est pourquoi j'utilise, avec ce boîtier, j'utilise un grand angle, un 16 mm pour les connaisseurs, un grand angle qui me permet d'être, lorsque je peux l'approcher, la difficulté c'est d'approcher le poisson, d'être très près du poisson, donc de l'avoir, je dirais, de façon très nette, très proche, et en même temps de cadrer, décentrer mon poisson et de cadrer le paysage derrière lui, et l'ambiance et la lumière qui participent à ce paysage. Chaque branche noyée, chaque souche, chaque recoin, je visite ça en fin de compte pratiquement à longueur d'année maintenant. Et tout en restant au même endroit, enfin dans la même région, je pense que j'arrive quand même à progresser dans ce domaine subaquatique, un peu terrestre, enfin
surtout je dirais l'ambiance du lac. Je crois qu'il ne faut pas séparer la partie aérienne du lac, aérienne et terrestre du lac, de sa partie subaquatique, de sa partie aquatique. Tout est lié. Et d'ailleurs, le symbole de ça, et c'est pour ça que c'est une plante qui m'est très chère, c'est le nénuphar ou le nymphéa. C'est symbolique parce que le nymphéa, il a sa fleur et une partie de la surface de sa feuille qui est aérienne, qui regarde le ciel, et l'autre partie de sa feuille dessous qui va regarder l'aquatique, l'eau et le fond du lac. Toujours au lac d'Illet, aussi bien sous l'eau que sur ses rives, c'est à d'autres trésors que rêve l'archéologue Jean-Luc Mordefroy, à la base archéologique du Franois. Donc nous sommes à la base archéologique de l'Urac, au Franois, au bord du lac d'Illet, et c'est un site que l'on connaît bien depuis une quinzaine d'années, puisque nous avons travaillé, fouillé un monastère, une série de monastères, construits sur l'îlot, qui est planté au milieu du lac d'Illet. Donc en fait, nous sommes là parce que nous avions espoir de trouver un établissement monastique antérieur aux années 1150, et la fouille a montré qu'effectivement, le premier établissement monastique d'Illet apparaît vers 850. Donc à l'issue d'une quinzaine d'années d'intervention à peu près, on a mis au jour un ensemble de bâtiments, mais également des tas d'objets, des sépultures. Donc tout ça paraît un petit peu confus, comme ça, aux novices. Et le but de l'archéologue est d'essayer de périodiser tout cela. Est-ce que tout cela s'inscrit dans la même période, ou est-ce qu'au contraire, on a là une succession de bâtiments, une succession de sépultures? Donc c'est ça l'objectif. Donc si l'on prend un petit peu tout en compte, à Illet, on s'aperçoit que l'on peut définir 4 périodes. La période la plus ancienne, donc débute vers 850, s'achève vers 1020. C'est donc un établissement monastique. Je ne sais pas s'il s'agit d'une abbaye, d'un prieuré, mais il est sûr qu'il s'agit d'un monastère pour lequel on a très peu d'informations, puisque les périodes suivantes, plus récentes, ont largement contribué à sa disparition, au gré des reconstructions et des destructions. Donc pour cette période carolingienne, 850-1020, on a là le chevet d'une église, quelques sépultures un petit peu monumentales. Ce premier établissement monastique va disparaître et lui succède un prieuré, cette fois-ci clunisien, c'est-à-dire qu'il a un plan très précis, une église au nord, des bâtiments à vocation économique à l'est et au sud, donc des bâtiments qui s'organisent en U, autour d'une cour. Donc ça, c'est un prieuré clunisien. Et celui-ci va perdurer jusque dans les années 1400 environ. Et puis enfin, troisième période, donc il n'y a plus de vie monastique vraiment dans ce prieuré. Le prieur ne vient là que quelques jours au cours des 4 grandes fêtes de l'année. Et donc, cette église se réduit à une petite chapelle. L'ensemble des grands bâtiments disparaissent au profit d'un petit bâtiment qui est à la fois une habitation et un grenier. Donc, on a là toujours un prieuré, mais extrêmement modeste. Donc ça, c'est la dernière période, autour de 1400 jusqu'en 1550 environ. Et enfin, donc, dernière période, disparition donc de cet établissement monastique vers 1550. Les voisins, les Chartreux de Bonlieu, mettent la main sur le lac d'Illet. Les bâtiments du prieuré sont en ruine, ils ne les réutilisent pas. Ils construisent un petit bâtiment de bois au sommet de l'île. Ce petit bâtiment de bois est exploité, tenu par un frère de leur communauté et des domestiques, et ça devient le siège d'une pêcherie. Et ils vont travailler sur ce site des années 1670 à la Révolution, de manière à exploiter, de manière quasi industrielle, le lac d'Illet. Donc nous avons ici quelques-uns des objets trouvés à Illet, il y en a eu des milliers. Ce sont des objets trouvés en milieu terrestre, donc sur l'île, ou au contraire en milieu subaquatique, donc sous l'eau. Donc d'une manière générale, ce sont des objets utilitaires, mais nous avons également quelques beaux objets, comme cette applique en bronze doré, ou cette clé de coffret. Donc là, par exemple, nous avons des choses qui illustrent l'exploitation du milieu.
comme ces poids de filet en céramique. Mais cette exploitation du milieu, on peut aussi l'évoquer à travers les carreaux d'arbalète. Donc c'est une arme de guerre, mais l'arbalète est utilisée également par les chasseurs, voire les pêcheurs, puisque dans le pont, on a retrouvé plusieurs de ces carreaux d'arbalète plantés dans les bois du pont, ou ce fourreau. Donc c'est un objet utilitaire, mais c'est aussi un objet de travail. Là, c'est peut-être un fourreau d'apparat, dans la mesure où il bénéficie d'un très beau décor d'écailles de poisson. Donc voilà, quelques types d'objets que l'on a pu mettre au jour sur l'Idylé ou dans l'eau qui entoure cet îlot. Ce n'est qu'en 1901 qu'on a pris conscience de l'exceptionnelle richesse archéologique de ce lac de Chalin. Cette année-là, le niveau de l'eau est descendu de 9 mètres et les habitants ont vu apparaître à la surface de l'eau des pylônes de bois. Ils se sont donc demandé si par hasard il n'y avait pas au milieu du lac des villages lacustres. Alors depuis, les campagnes de recherche archéologique en plongée ont confirmé ce fait. Il y a des dizaines d'habitats, certains datant de plus de 5000 ans. Les recherches continuent actuellement. On a trouvé évidemment une barque monoxyle, vous savez, ces barques néolithiques qui étaient creusées dans un seul arbre, des objets de toutes sortes, des haches de pierre, et puis ces huttes. Alors celle-ci a été reconstituée, en fait on est ici dans un endroit qui n'est pas ouvert au public, c'est une expérience en cours. Elle a été reconstituée par l'équipe de Pierre Pétrequin à l'identique, pour autant qu'on sache, c'est-à-dire l'espacement des piliers est bien celui-là, les matériaux sont à peu près les mêmes, et on les laisse à l'état de nature pour voir justement comment elles se dégradent. Alors c'est un espèce de miracle ces eaux de Chalin, parce qu'elles ont conservé, donc imaginez, pendant 5000 ans, le bois, un certain nombre de graines, de pollen qui permettent aujourd'hui de dater et de connaître un peu plus ces peuples. Ce ne sont pas des peuples lacustres, c'est-à-dire que ces maisons n'étaient absolument pas au milieu du lac, c'est au contraire le lac qui a baissé au cours des temps. L'explication des pilotis, je pense que ça ressemble beaucoup à des cabanes qu'on trouve par exemple aux Philippines ou chez d'autres peuples premiers, climatisation, lutte contre les prédateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de quitter la région, ils brûlaient leurs huttes pour aller coloniser d'autres endroits du lac. Ils faisaient de la pêche, de la chasse et même un petit peu d'agriculture. Et c'est encore une fois grâce à l'eau et à l'eau des lacs du Jura qu'on peut aujourd'hui faire une fabuleuse plongée dans l'histoire. Pierre Pétrequin, le chercheur du CNRS en charge de ce chantier, m'expliquait que nos ancêtres n'avaient aucune conscience écologique. Ils chassaient, pêchaient, jusqu'à l'extinction des ressources et puis changeaient d'endroit. « 5000 ans plus tard, sommes-nous plus sages avec cet essor justifié du tourisme ? Heureusement, les propriétaires et les habitants des lieux veillent. » Là, on est sur le lac. Et c'est là que je venais jouer. Quand je suis arrivé ici, parce que je suis un petit Parisien, quand je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Et alors, c'est vrai que venant de la région parisienne, de la banlieue nord, j'étais assez content d'arriver là quand même. Ça a été un peu, peut-être une approche de ce que je pouvais appeler à l'époque le paradis, quoi. Et puis ici, là, tout autour de nous, là, ici, c'était notre terrain de jeu. Donc on venait ici, alors ça ressemblait pas tellement à ça, parce que ici c'est des marnes, et puis tout ça c'était couvert de craie blanche. Donc on venait, alors quand on venait jouer ici, on rentrait en thé blanc des pieds à la tête. La maman était contente. Là, juste derrière moi, on voit le camping, une grosse partie du camping. En fait, vous voyez peut-être pas grand-chose d'ailleurs, parce qu'en fait, tout ça, c'est noyé derrière un beau rideau d'arbres. On voit peut-être un petit toit, on voit peut-être un petit bout de caravane par-ci, un petit bout de caravane par-là. Mais et on voit surtout là, la plage, une plage qui fait quasiment 300-400 mètres de long. Le lac aujourd'hui, c'est... Écoute, moi je le considère un peu comme, comme un cœur ou comme un poumon. C'est-à-dire que quelque chose qui est là, qui vit, qui pourrait très bien se passer de nous. C'est pas parce qu'on habite à côté ou c'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir une emprise ou quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il se passerait très bien de nous, quoi. Et c'est vrai qu'ici,
s'il y avait ces hommes du néolithique qui revenaient aujourd'hui, je pense qu'ils ne seraient pas dépaysés, quoi. Ils retrouveraient le même paysage, ils retrouveraient exactement la même chose, quoi. Alors bon, bien sûr, il y a des campings autour, bien sûr, il y a quelques habitations, mais si vous regardez, si vous faites le tour, si vous avez un regard un peu circulaire sur l'ensemble, on ne voit pas grand-chose autour du lac, quoi. Il est resté assez nature. Autre belle nature au lac de l'Abbaye. J'y ai rendez-vous de nouveau avec Jean-Luc Mordefroy, qui tente de retrouver cette fois un monastère disparu. Alors nous sommes ici sur le site du lac de l'Abbaye en Grand Vaux. Alors c'est un lac qui nous intéresse parce qu'il a accueilli 2 monastères. L'un, on en est sûr, il s'agit d'un prieuré de chanoines réguliers d'Abondance qui est là-bas, au nord, sur la rive nord du lac. Cet établissement est fondé autour de 1170. Ça, c'est un fait acquis, réel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et le deuxième établissement que je mentionnais, eh bien c'est celui-ci. Alors là, on passe dans le domaine de la légende, de la fiction pour l'instant. Alors l'histoire est très belle parce que ce site de Presqu'île aujourd'hui, mais qui était une île encore dans les années 1890, ce site aurait accueilli un monastère. Et donc il est lié, intimement lié à Ailé. 2 sites lacustres, 2 fondateurs, Aubert ici et Didier Ailé, tous les 2 accompagnés d'une vingtaine de moines. Et ces 2 communautés sont issues d'un seul et unique monastère, seraient issues, dit la légende, seraient issues du monastère de Saint-Claude. Donc prestigieuse abbaye de la montagne jurassienne, mérovingienne. Et le 7e abbé, Antidiole, aurait donc était à l'origine, vers 523, de la fondation de ces 2 monastères insulaires, l'abbaye en Grand Vaux et Ilé, à peine plus bas. Donc l'objectif maintenant eh bien, est de faire ce que l'on a fait à Ilé, c'est-à-dire de préparer un dossier avant une éventuelle intervention archéologique. C'est-à-dire qu'on va dépouiller, on a commencé à dépouiller, la documentation traditionnelle, les textes, les plans, ça c'est une chose. Et on a peu d'informations, ça ne nous livre pas d'éléments très, très vraisemblables, et en tout cas qui plaident en fonction de la présence d'un établissement monastique ici, vers 500, vers 600, ou même légèrement plus tôt, vers 800. En revanche, on bénéficie d'une autre source. Des collègues spécialistes de l'étude des sédiments, des pollens, ont réalisé des sondages autour de ce lac. Et alors que l'on pensait que ce lac n'avait pas été un foyer de peuplement, de défrichement avant le XIIe siècle, donc avant le monastère que l'on connaît, fondé vers 1170, eh les résultats sont assez troublants parce qu'ils montrent qu'entre 500 et 800, ce pourtour du lac a fait l'objet d'un énorme défrichement. Alors, ça n'identifie pas la nature du site. On ne sait pas si on a affaire à une ferme, à une église, à un monastère. Mais en tout cas, nous sommes certains que dans cette période-là, 500-800, des hommes se sont installés ici, ont mis en valeur cette région-là. Alors après, nous serions assez tentés de se dire, ma foi, il y a peut-être bien eu un monastère. Voilà le dernier né des lacs du Jura. Il est artificiel, celui-là, il a été créé en 68 par l'EDF, c'est le barrage de Vouglan. C'est le 3e de ce type en France, après Serponçon sur la Durance et Sainte-Croix sur le Verdon. Alors les travaux ont commencé au milieu des années 50. Des ingénieurs sont venus dans la région assez furtivement d'ailleurs, faire des recherches géologiques, voir si le site se prêtait bien à l'ennoiement total de cette vallée. Et ensuite, on a déboisé complètement toute la vallée. Puis les bulles et la dynamique sont entrées en action. On a rasé toutes les constructions, toutes sauf une. Et l'ennoiement ensuite de la vallée, 35 km de longueur, 100 mètres de profondeur.
Au fond de cette vallée qui est aujourd'hui sous les eaux, il y avait un lieu de retraite très important, la Chartreuse de Vaucluse. Elle a été construite au début du XIIe siècle, c'était très important et c'est la seule qui a résisté en fait au bulldozer de l'EDF. Il aurait coûté trop cher de la démolir complètement. On s'est contenté de démonter pierre par pierre ce fronton, la seule chose qui est visitable aujourd'hui. Le reste est intact, ici sous les eaux à 65 mètres de profondeur. Bien peu ont pu contempler cette vision. Imaginez les conditions. La profondeur, l'obscurité qui règne, une température de 4 degrés, et fantomatiques les 7 étages du monastère, dont les pierres se colorent lentement de rouge à cause de l'oxyde présent dans l'eau. Le bâtiment semble intact, simplement poudré par la craie lacustre qui lentement comble le barrage de Vouglan. Michel Loup, lui, ne s'intéresse pas forcément aux vieilles pierres de Vouglan, mais il a rendez-vous comme chaque jour au lac d'Illet avec son brochet. Il y a un lac que j'affectionne particulièrement, je me l'attribue un petit peu, c'est mon lac préféré, je travaille beaucoup dans ce lac. C'est celui où j'ai rencontré un brochet que j'ai dénommé Victor. Et je l'ai rencontré il y a quelques années et je dirais on a eu une relation entre guillemets qui a duré sur 3 ans, 3-4 ans. Je l'ai rencontré, il était pas très gros, c'était un brocheton, il faisait 40 cm. Et la dernière fois que je l'ai vu, il en faisait 70. Et avec Victor, ça a tout de suite fonctionné. Dès les premières approches, donc quand il était petit, j'ai pu l'approcher, je dirais à la fin de la première journée, à 40 cm, 50 cm, 40 cm. Et les jours suivants, j'ai pu m'approcher très près, à 20 cm. Et alors là, c'était ça a été un petit peu la totale. En fait, il s'est habitué à ma présence à un tel point qu'il m'a oublié en fait. Il me voyait mais sans me voir. Et donc il a eu un comportement, je dirais, comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire il a chassé, je l'ai vu chasser, je l'ai vu déglutir des proies, je l'ai vu faire tout un tas par rapport aux autres poissons, toute une série de signes que je saurais plus ou moins interpréter. Et j'avais l'impression vraiment de faire partie de son intimité et ça durait des jours. Et c'est un brochet que j'ai revu la saison d'après et encore la saison d'après, par période. On avait des petits rendez-vous, une période, je me souviens, en fin de saison, en septembre. Il venait exclusivement dans une crique de ce lac où on trouve des nymphéas qui sont un petit peu rouges. Et en fait, il ne m'attendait pas, mais il était toujours en même place pendant 5 jours. À chaque fois, je venais à 16h de l'après-midi, à 16h, il était là. Il était là, et toujours à la même place. Et donc, on faisait des prises de vue ensemble. Je ne suis pas un photographe de surface, sans jeu de mots. Je ne suis pas un photographe de surface. Moi, je suis un photographe, il faut que j'insiste, il faut que j'aille en profondeur dans le sujet. Et là, c'est tout indiqué. Et donc, je vais sans arrêt dans les mêmes endroits. Je fais mes tournées, en fin de compte, mes promenades, mes balades d'inspection. Et je repère les choses. Et c'est sans arrêt. En fait, je crois que toutes les journées de soleil ensoleillé de la saison, on va dire du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, pratiquement, je les consacre au lac. Je me demande d'ailleurs si, au bout de 8 ans, sans doute que c'est la photo qui m'a conduit à ça, mais le fait que je sois encore 8 ans après ici, je pense que la photo est devenue un prétexte pour être dans l'eau, je pense. Mais qu'importe le prétexte pour ceux qui ont la fièvre de l'eau. Et combien de découvertes nous attendent encore sous la surface de ces lacs du Jura.